Bien, je vous propose de reprendre pour cette dernière après-midi. Et j'invite tout de suite et je remercie Victor Parmentier, qui est psychiatre à l'URSSAF de Lille et qui a été désigné par Olivier van der Stucken pour présenter son travail et qui était dans l'incapacité de venir aujourd'hui. Olivier van der Stucken étant lui-même docteur en psychologie, psychologue clinicien à l'URSSAF de Lille et au SMPR de Lille. Bonjour à tous. Je vais donc vous présenter le rapport de Olivier van der Stucken, qui m'a donc désigné pour faire cette présentation. Concernant les éventuelles questions qui seront posées par la suite sur son rapport, donc je m'appuierai sur son rapport pour y répondre, ainsi que sur les échanges que nous avons eus, et je solliciterai peut-être l'aide des divers spécialistes en TCC présents dans la salle. Donc Olivier van der Stucken ne déclare aucun conflit d'intérêt concernant cette question. Et il avait donc été sollicité pour apporter un éclairage sur les soins aux AVS en France à travers les thérapies cognitivo-comportementales et en exposant aussi les interventions cognitivo-comportementales et des accompagnements cognitivo-comportementaux. Donc un bref rappel sur les thérapies cognitivo-comportementales en France. Elles se découpent en 3 grandes vagues que sont le comportementalisme, le cognitivisme et la 3e vague qui associe ces 2 dimensions avec les émotions et qui a également vu l'avènement de nouveaux modèles tels que la thérapie d'acceptation et d'engagement, la thérapie des schémas ou la psychologie positive par exemple. L'objectif de ces TCC est de comprendre et de modifier les troubles psychologiques qui perturbent la vie du patient et qui suscitent une demande auprès d'un spécialiste de santé mentale. C'est donc un objectif de soins. Les indications sont nombreuses et reprennent notamment différents types d'anxiété, de phobie, stress, troubles alimentaires, etc. Olivier rappelle qu'elle s'adresse aussi bien aux enfants, aux adolescents qu'aux adultes. Elle comporte également des contre-indications. La thérapie d'affirmation de soi est par exemple contre-indiquée chez les patients présentant une psychopathie. Elles font également appel à la question de la motivation aux soins. Et il est rappelé qu'en France, il n'y a pas de développement de cours ni de formation à l'application des TCC spécifiquement à la criminologie et donc non plus à l'application des TCC pour les auteurs de violences sexuelles. Une formation est nécessaire pour effectuer ces thérapies cognitivo-comportementales et elles s'inscrivent dans une complémentarité des prismes théoriques et thérapeutiques. Alors, concernant les interventions cognitivo-comportementales, ou ICC, destinées aux auteurs de violences sexuelles dans les pays anglo-saxons, elles ont été développées dans un objectif non plus de soins, mais dans un objectif de diminuer le risque de récidive. Il existe donc des programmes de traitement et des modèles de réhabilitation et de prévention de la récidive. On citera notamment le RBR pour risque, besoin, réceptivité et le Good Life Model. Les années 90 ont également vu l'essor dans les pays anglo-saxons d'outils d'évaluation standardisés du risque. Aujourd'hui, donc, le contenu de ces ICC est divisé en modules. Chaque module travaille des problématiques générales ou spécifiques, ainsi que des dimensions associées à l'agression sexuelle. Les techniques utilisées sont issues des thérapies cognitivo-comportementales classiques, et incluent également un travail sur la motivation qui est nécessaire pour ces auteurs de violences sexuelles. Les ICC sont donc incluses dans les 2 grands modèles complémentaires décrits avant, le RBR et le GLM, et elles sont considérées comme la modalité la plus efficace dans le cadre du RBR. Donc maintenant, l'application des TCC aux auteurs de violences sexuelles en France. Donc, comme on l'a dit, les TCC classiques s'inscrivent dans une prise en charge de pathologie, une prise en charge de soins, et certains thérapeutes ont recours aux théories et aux pratiques anglo-saxonnes pour les appliquer aux auteurs de violences sexuelles en France. Donc, concernant le RBR et son application dans le soin, les TCC classiques répondent au principe de réceptivité, tant de réceptivité générale que spécifique, à travers, donc pour la réceptivité spécifique notamment, le travail pour l'anxiété, la dépression et la schizophrénie. Concernant le principe des besoins,
correspondant donc aux facteurs de risque et de vulnérabilité présentés par les auteurs de violences sexuelles. C'est une dimension qui est déjà prise en charge par les soignants, à travers notamment la prise en charge de la toxicomanie, des intérêts sexuels déviants, la régulation de la sexualité avec la pédophilie, les distorsions cognitives relatives à l'agression sexuelle. Concernant donc le Good Lives Model, le Good Lives Model vise une amélioration de la qualité de vie et du fonctionnement psychosocial des sujets à travers la recherche des besoins primaires par le biais de besoins secondaires prosociaux et en accord avec les aspirations propres aux patients auteurs de violences sexuelles. Il s'agit là d'un nouveau modèle de soins qui offre donc une opportunité théorique et clinique d'articulation entre les actes et les valeurs de ces sujets. Les recommandations de bonne pratique ont également mis en avant des outils d'évaluation. Donc on rappelle que toute psychothérapie doit être régulièrement réévaluée et adaptée si besoin. Elle se doit de considérer le sujet dans son intégralité à travers un long parcours de vie, les ressources et les problématiques générales de ces patients. Donc les recommandations de bonne pratique proposées par l'HAS en 2009 proposent une liste d'outils selon 4 niveaux d'évaluation, avec un niveau relatif aux dimensions de base, avec notamment les tests psychométriques et tests neuropsychologiques, un niveau relatif aux dimensions liées, aux objectifs des TCC classiques, un niveau plus spécifique lié aux dimensions psychocriminologiques spécifiques au passage à l'acte sexuel, et un niveau relatif aux outils de prédiction du risque de récidive. Alors, Olivier rappelle que ces outils standardisés doivent être validés et qu'il faut être formé à ces outils pour les utiliser. Et on aborde également la question de la motivation, faire émerger la demande. Encore faut-il savoir la motivation à quoi, motivation à ne pas récidiver ou motivation à s'engager dans des soins, à travailler des dimensions clairement énoncées. Donc on en vient aux ACC, qui sont les accompagnements cognitivo-comportementaux et qui se développent dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Ceci correspond à une évolution des pratiques et une intégration de référentiels cognitivo-comportementaux à travers notamment les programmes de prévention de la récidive, l'utilisation du RBR et du GLM dans les services pénitentiaires d'insertion et de probation. Alors, l'intégration de ces référentiels s'accompagne d'une nécessité d'évaluation du risque de la récidive standardisée. Et il est souligné donc que les interventions des CPIP tentent à se rapprocher de plus en plus des ICC qui sont menées au Canada par des criminologues, mais que ces criminologues canadiens n'ont pas la même formation initiale ni la même formation continue que les CPIP en France. Il y a donc eu un travail de fond sur la réforme de la formation des personnels depuis 2013 dans les CPIP, dans les SPIP, et une intégration depuis 2017 de cours relatifs à la mise en place des accompagnements cognitivo-comportementaux dans la formation initiale aux élèves CPIP. Donc ces ACC font ainsi référence aux techniques utilisées par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation dans le cadre des modèles de prévention de la récidive, et notamment, comme on l'a évoqué précédemment, le RBR et le GLM. Donc Olivier van der Stucken souhaitait insister sur la nécessité d'articulation entre les soignants et les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, au vu notamment du rapprochement des prismes théoriques utilisés et afin d'éviter le risque de confusion et de clivage entre les professionnels et pour pouvoir proposer des interventions qui soient cohérentes en fonction des missions de chacun et en fonction de la formation de chacun, et ne pas simplement transposer les modèles nord-américains, les modèles canadiens à la France dans notre pays où les professionnels n'ont pas forcément les mêmes missions ni les mêmes formations de départ. Je vous remercie. Bien, je vous propose maintenant d'écouter Madame Odile Verschotte, qui est psychologue clinicienne au SMPR de Nantes, qui a été présidente de l'ARTAS de 2011 à 2017, qui est coprésidente du comité scientifique du CIFAS 2019 et présidente du comité international permanent du CIFAS. CIFAS qui, je vous le rappelle, aura lieu en France, à Montpellier, dans un an, quasiment jour pour jour. Alors, j'attaque
direct directement. Comme toutes les obédiences thérapeutiques, l'approche psychodynamique n'a rien inventé ou créé pour prendre en charge, en soin, spécifiquement les auteurs de violences sexuelles et ne prétend surtout pas se suffire à elle-même. Les concepts théorico-cliniques de la psychanalyse, développés depuis maintenant 120 ans quand même, permettent de s'y atteler. Seul le cadre précis de la cure type nécessite un aménagement adapté à la problématique psychopathologique qui s'y présente. Par exemple, il n'y a pas de divan et le thérapeute est plutôt actif dans l'entretien. L'approche psychodynamique considère que les violences sexuelles sont le produit d'une histoire subjective qui a déterminé un fonctionnement psychique qui, à un moment, génère de la violence à caractère sexuel. Si les actes se ressemblent et font l'objet de définitions pénales précises, ils sont néanmoins commis par un individu particulier dans un contexte et une temporalité qui lui sont propres. La thérapie psychodynamique prend soin, on pourrait dire aussi, un individu dans ses dimensions conscientes et inconscientes et travaille avec lui, j'insiste sur le avec son point de vue et sa réalité subjective sur lui-même et sur son histoire personnelle. Ces individualités subjectives révèlent toutefois des récurrences dans les trajectoires de vie qui toujours façonnent une organisation psychique. Ainsi, on y retrouve fréquemment un climat de violence qui est subi avec une sensation d'incompréhension, d'impuissance et d'humiliation, qu'ils en aient été l'objet ou le spectateur. Ces violences subies sont le plus souvent soit objectivement sexuelles, on dit à peu près un tiers des auteurs auraient été eux-mêmes victimes, soit sexuées, et j'insiste sur ce mot sexué, dans lequel j'inclus toutes les maltraitances, les punitions, les humiliations délibérées et les relations familiales incestuelles. Je me demande toujours s'il y a une différence fondamentale entre les agressions sexuelles et les agressions sexuées qui ont pu être subies. Elles constituent en tout cas, sexuelles ou sexuées, autant de traumatismes froids, c'est-à-dire imperceptibles pour la personne elle-même, ou chauds, c'est-à-dire bruyants, qui mobilisent parfois très précocement des mécanismes de défense et de protection pour survivre et grandir. Je cite en gros le clivage du moi, le déni d'altérité, mais aussi beaucoup de défiance, des évitements de tout surgissement émotionnel et de pensée personnelle qui sont à l'origine d'une pauvreté idéative et imaginative, mais aussi de mécanismes d'emprise sur soi-même et sur l'entourage. Ce fonctionnement psychique archaïque, immature, stéréotypé, rigide, signe une intense pathologie du lien à l'autre, et je dis l'autre en tant qu'individu différent de soi, qui souvent ne se dévoile en fait que par le recours à l'agir sexuel violent. Des recherches menées jusqu'alors constatent que dans l'immense majorité des faits de violences sexuelles, on nous dit près de 90%, un autre chiffre a été cité ce matin, victimes et auteurs se connaissent un peu ou beaucoup. Les violences surgissent ou s'instaurent au sein de leurs relations. Pour faire bref, on pourrait dire que leurs modalités relationnelles produisent à un moment donné le recours aux violences à caractère sexuel. Du point de vue de l'auteur, il y a perception d'un danger, car cette relation-là, et pas toutes les relations, cette relation-là provoque en lui des turbulences émotionnelles qui échappent à son emprise et à ses modestes capacités de représentation et mettent donc en échec ses modalités défensives habituelles. Pour rétablir une sécurité psychique suffisante, une réaction urgente s'impose et advient alors un recours à l'acte violent, tout puissant, tel que Claude Ballier l'a conceptualisé. La destruction de ce qui fonde le subjectif même, le subjectif intime de cet autre menaçant, en est l'objet et le sexe en est l'arme. Ces violences sexuelles, loin de la sexualité en tant que relation partagée, signent l'échec des mécanismes de défense et marquent les limites des capacités d'adaptation sociale relationnelle. La thérapie psychodynamique va travailler substantiellement sur cette distorsion relationnelle et sur l'histoire consciente et inconsciente qui l'a fondée. Métaphoriquement, on pourrait dire que la thérapie psychodynamique s'attelle au dysfonctionnement de l'unité centrale et pas uniquement aux bizarreries qui apparaissent sur un écran. Le cadre de soins, la solidité et l'investissement du thérapeute constituent des ingrédients de base incontournables pour constituer un environnement thérapeutique sécure, susceptible de favoriser la parole, la réflexion sur soi, l'identification et l'expression des éprouvés, et ainsi assouplir les modalités défensives et les habitudes protectrices.
Ce cadre vise à répondre au fonctionnement psychique. Par exemple, la permanence du cadre contient et interroge l'insécurité interne. L'indestructibilité du thérapeute contient et interroge l'émotion hostile et destructrice. L'espace-temps du soin constitue une réelle situation relationnelle et son expérimentation en toute sécurité. Elle repose sur une confiance mutuelle, j'insiste sur le mutuel, sur une considération subjective de chacun, à des places, rôles et fonctions différentes, bien sûr, et incite le patient à en être acteur et partie prenante. Bienveillance, empathie, absence de jugement sur le point de vue du patient, une forme de neutralité, ont été prônés par la psychanalyse depuis ses balbutiements et s'avèrent particulièrement précieux et opérants dans la prise en charge thérapeutique d'un auteur de violences sexuelles. Créer les conditions d'une rencontre humaine pour nouer cette relation de confiance mutuelle entre thérapeute et patient nécessite toujours du temps et de la persévérance, car capacité relationnelle et confiance sont justement ce qui fait lourdement défaut aux auteurs de violences sexuelles. On ajoutera donc la patience de l'apprivoisement à la persévérance. Travailler sur la relation pour détricoter, entre guillemets, une histoire subjective qui a engendré de la violence et pouvoir permettre progressivement son appropriation dans une mise en sens produit peu d'effets immédiats. Le bien-être éprouvé à parler de soi et à être écouté est peu quantifiable et peu mesurable, ce qui ne signifie pas qu'il ne se passe rien. Quelle que soit la nature des relations humaines, en l'occurrence celles thérapeutiques, il n'existe pas d'outils pour les quantifier, mais elles sont néanmoins qualifiables. Reste à les objectiver plus concrètement pour en analyser et en repérer l'évolution, mais aussi pouvoir en rendre compte. En mettant au travail la pathologie du lien d'altérité et les distorsions relationnelles, l'approche psychodynamique n'est pas strictement centrée sur la prévention de la récidive légale, mais elle y contribue substantiellement en s'attelant à ce qui est à l'origine du recours à l'acte sexuel violent et prévient ainsi les situations relationnelles à risque pour l'auteur et par inférence pour toute victime potentielle. Rappelons la modestie du taux de récidive, lié peut-être à l'impact structurant de l'intervention de la loi. Pour finir, l'indifférenciation ou confusion, moi, non moi, comme on dit nous les psys, les mécanismes de clivage et l'absence de sentiment ou d'expression de souffrance psychique, malgré une histoire de vie complexe constatée chez un auteur de violences sexuelles, sont notamment à l'origine du dispositif de suivi socio-judiciaire et injonction de soins instauré par cette loi de 1998. Dans son montage, le dispositif vise en effet à enjoindre à prendre soin de soi en plus de la sanction pénale. L'articulation dans la différenciation et la complémentarité des missions sociales, sanitaires et judiciaires en est la pierre angulaire, où se conjuguent surveiller, le care, et veiller sur, le cure. L'approche psychodynamique soutient cet objectif de différenciation dans la complémentarité, afin de ne pas générer ce qu'elle tend justement à soigner, à savoir la confusion et le clivage, mais aussi pour que l'individu auteur de violences sexuelles soit pris en charge à la fois dans ses différents aspects et dans sa globalité humaine. Merci. Merci beaucoup. Nous allons maintenant recueillir les questions de la commission d'audition, s'il y en a. Alors, les questions du reste de la salle. C'est bien. On est passé au public. On vous a tous endormis ? Antoine Molleron, qui représente la Société française de psychologie. J'interviens maintenant parce que je n'ai pas pu intervenir ce matin. Donc je suis désolé, ça ne va pas être directement pour les intervenants, encore que la dernière intervention ait mentionné l'articulation entre le soin et la justice. Et donc c'est vrai que ce matin aussi, on en a beaucoup parlé, comment les choses pouvaient se dire, et pouvaient se transmettre d'intervenant en intervenant et entre les différents champs. Je voulais simplement faire la remarque, et que cela soit entendu non seulement par la commission, mais aussi ici dans notre salle, qu'il a été mis en doute par deux fois, hier et ce matin,
que les psychologues ne tenaient pas forcément le secret. Donc effectivement, ils n'ont pas le secret médical au sens strict du terme, ça c'est tout à fait clair. Par contre, ils ont la confidentialité, la discrétion professionnelle, notamment quand ils sont fonctionnaires, et ils ont le secret par mission. Donc à partir du moment où ils travaillent dans des missions, notamment des missions publiques ou assimilées, ils sont soumis à ces obligations de secret ou de discrétion. Je pense que ça c'est très important et qu'il ne faut pas laisser ce doute s'installer, que les psychologues pourraient comme ça diffuser je ne sais quelles informations à tout va. Hein, je pense que quand même il faut le dire. Je vous remercie pour votre intervention. On va prendre une question là-bas peut-être et puis ensuite juste devant. Jean-Luc Viot, je suis professeur émérite de psychopathologie à l'Université de Rouen. Je suis aussi expert judiciaire depuis fort longtemps et je préside une association de protection de l'enfance. Je vais poser une question un peu agacée parce que ça fait depuis le début de cette audition publique où j'ai l'impression qu'on passe sous la table la différenciation entre ce que c'est que les violences sexuelles intrafamiliales et extrafamiliales. Le mot inceste a été prononcé très rarement dans les interventions. Et là, on parle de prise en charge. Et là aussi, est-ce que la prise en charge d'un auteur de violences sexuelles incestueux et un prédateur extérieur, est-ce que c'est la même chose? Et est-ce qu'on emploie les mêmes méthodes? Ma réponse à moi est non. Maintenant, je suis prêt à entendre d'autres réponses, mais je pourrais dire la même chose à propos des préventions, d'autant plus que nous sommes dans un pays où la loi fait que l'inceste, ça s'applique uniquement pour les mineurs. Ce qui fait qu'un monsieur qui fait un enfant à sa fille âgée de 18 ans, il n'est pas incestueux, mais s'il fait la même chose, et ce n'est pas un cas imaginaire, avec sa fille de 15 ans, alors là, il est incestueux et on va lui demander des comptes. Bon courage pour le thérapeute qui prend en charge le monsieur, hein. Moi, je n'ai pas entendu de réponse à ça, et je pense qu'il est nécessaire que l'on en ait, il est nécessaire que l'on fasse cette distinction, parce que je ne crois pas qu'on puisse prendre en charge un auteur incestueux tout seul. Et du côté des enfants, en tout cas, il n'y a pas d'illusion là-dessus. Alors, je ne veux pas développer, mais enfin, un inceste fraternel, etc., il y a quand même un certain nombre de choses. Et moi, je n'ai pas entendu de réponse là-dessus. Donc, je suis très insatisfait pour le moment des réponses. Alors, j'ai lu aussi tous les rapports, hein, mais je n'ai pas trouvé. Merci. Peut-être on va laisser nos experts répondre à votre question. Ou essayer. Je me lance. D'abord, je voudrais répondre aux collègues sur le secret professionnel. Évidemment, j'ajouterais quand même que ce n'est pas parce qu'on est soumis au secret professionnel qu'on est dépositaire de tout un tas de secrets. Déjà. On va recadrer ça. J'ai l'impression qu'on veut cacher des tas de choses, mais on n'a pas tant de choses que ça à cacher, dans la réalité. Par rapport à ce qui a été dit là, moi, je ne sais pas trop quoi répondre, si ce n'est que je trouve ça très compliqué sur le plan clinique, psychopathologique, parfois, de faire la distinction entre ce qui relève du champ incestuel, du champ pédophile. Et je pense que c'est à travers les histoires personnelles qu'on va pouvoir faire cette distinction-là. Qu'est-ce qui nous dit qu'un père incestueux n'est pas d'abord un pédophile? Et puis, en plus, sur la question de l'inceste, alors je sais qu'il y a eu des tas de débats, voilà. Mais moi, je suis toujours interrogatif sur les contours de la famille. C'est Bernard Savin, hein, qui dans son approche de thérapie familiale psychanalytique, disait que c'était la famille elle-même qui définissait qui était membre de sa famille, et qu'il s'étonnait dans ses prises en charge qu'il y ait parfois le travailleur social ou le voisin qui était inclus dans la famille. Donc, alors peut-être c'est embrouillé ou c'est une non-réponse, j'en sais rien, tu me diras, mais c'est un peu... voilà. Enfin, moi, je crois qu'il faut rester centré sur la personne, et puis à partir de là, on va pouvoir travailler. Voilà, évidemment que le rapport entre l'auteur et la victime font partie des choses qu'on aborde. Voilà. Et comment, puisque pour moi, c'est vraiment dans le champ de la distorsion relationnelle, donc la relation entre qui et qui. Voilà. Alors tout à fait. Ouais, je parlerai peut-être en fait au départ de passage à l'acte pédosexuel dans le cadre intrafamilial, qui du coup nécessite en effet une évaluation spécifique pour voir si on est dans le domaine d'une dynamique incestueuse, si c'est un passage à l'acte facilité par la disponibilité des victimes et tout ça. Mais oui, il y a une évaluation spécifique à faire dans ce cadre-là, et après pour les soins, la prise en charge, en fonction de cette évaluation, ils doivent être adaptés.
Alors, est-ce que je parle au nom d'Olivier ou en mon nom? Alors, pour avoir discuté pas mal avec lui, C'est une bonne question. Merci. Peut-être on va prendre la question suivante. Et je vous demande juste de vous lever, toujours pour la vidéo. Merci beaucoup. Blandine Barup, je suis psychiatre en maison d'arrêt. Je voulais vous poser la question, en fait, quand vous dites qu'il n'y a pas d'évaluation possible des prises en charge psychodynamiques, en même temps, je voulais peut-être revenir sur un fil qui est là depuis ce matin. Est-ce que vous ne pensez pas non plus comment est pris en compte et comment est, j'allais dire, n'est pas toujours suspecte la parole du sujet qui prend parole sur son histoire? Parce que quand même, dans les thérapies psychodynamiques, il y a quand même un moment où il y a un témoignage possible du chemin fait par la personne elle-même. Et en même temps, il me semble que les auteurs d'agressions sexuelles deviennent presque une entité clinique dont la parole est toujours suspecte. Quand ils essayent d'expliquer à d'autres thérapeutes, aux JAP, et de témoigner de leur parcours de soins, si elle n'est pas validée par un professionnel, elle n'est pas prise en compte. Voilà. Est-ce que aussi l'évaluation, c'est pas aussi à un moment entendre dans un parcours subjectif le chemin qu'il a pu, voilà, sur ses points de jouissance, sur ces points voilà, qui ont constitué son histoire, comment il se l'approprie? Est-ce que c'est pas une forme aussi d'évaluation? Et comment elle peut être entendue aussi? Parce qu'il y a donc des patients, puisque moi je suis thérapeute, qui me racontent qu'ils ont voulu, au SPIP, au JAP ou à d'autres, expliquer et témoigner de leur parcours de soins, mais que voilà, la parole est suspecte. Je trouve qu'effectivement, dans le champ psychodynamique, on pêche sérieusement sur notre capacité à objectiver quelque chose. Donc ça, c'est un chantier qui doit s'ouvrir et on doit s'y coller. Enfin, je pense que l'ARTAS va s'y coller incessamment sous peu. Parce que on est effectivement en difficulté du coup de rendre compte, et même pour nous, alors on travaille d'une manière, je dirais, qualitative, dans des groupes de travail, des supervisions, des choses comme ça, bien sûr, mais ça complexifie la possibilité d'en rendre compte. Donc là, il y a un vrai problème qui du coup met en question, il y a un vrai problème qui du coup rend suspect l'approche psychodynamique, alors que elle n'existerait pas depuis si longtemps si elle était d'une totale inefficacité. Après, sur je ne sais plus quel était votre mot, celui qui me vient, c'est crédibilité, ou en tout cas la suspicion sur la parole. Ouais, c'est pour ça que je parle de confiance mutuelle, moi, avec le patient. C'est-à-dire que quand je considère que si on ne peut pas demander au patient de nous faire confiance, si nous-mêmes on est suspicieux sur tout ce qu'il nous raconte. Donc déjà, si on est centré ou concentré sur sa réalité psychique à lui, on n'est pas dans le champ d'une enquête objective à essayer de chercher la vérité objective. Ça va être le boulot des enquêteurs et notamment du champ judiciaire. Alors, moi, je me situe dans un autre champ qui est la réalité psychique du patient, et je fais avec ce qu'il me dit. Voilà. Et ce qui fait qu'il peut changer d'avis. Enfin voilà, il va raconter des histoires peut-être différentes au fil du temps ou d'autres réalités. Voilà, mais ça fait partie de la psychopathologie et on va pouvoir l'interroger. Ça, on n'est pas muet. Hein. On va passer à la question suivante. Merci. Violaine Guérin, c'est une réponse pour Monsieur Viau, toujours exemple de ce qui est fait à la maison d'arrêt du Val d'Oise, où on travaille le pénitentiaire, le SPIP et le corps médical ensemble. Premièrement, il y a des parloirs père-enfant qui ont été mis en place, qui fonctionnent extrêmement bien et qui sont intéressants. On fait pendant la détention un travail avec les familles quand elles le demandent, et à la sortie, on travaille avec les familles systématiquement, médecins plus thérapeutes familiaux. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, vous venez me voir. Merci. Oui. Michel David, je suis psychiatre et je représente la Fédération française de psychiatrie. Comme on arrive à peu près sur la fin de l'audition publique, j'aurais un souhait et puis une remarque. Le souhait, c'est que quand même, on est au ministère de la Santé, on a eu beaucoup de dispositifs de prise en charge, de soins, de méthodes de soins. Ne pas oublier quand même que
avant tout, notre intervention, elle est au niveau du soin. Au ministère de la Santé, je sais bien que Bruno Gravier nous a dit que c'est des mesures de contrôle social, mais quand même qu'on vient de rappeler peut-être dans les recommandations, je l'espère, de l'audition, c'est quand même que notre intervention première, c'est au niveau du soin. Et puis la deuxième chose, c'est une remarque par rapport aussi aux dispositifs souvent complexes qui nous ont été présentés, aux nécessités de formation qui sont nécessaires pour pouvoir le faire, et que l'on sait quand même que l'état de crise du système sanitaire, et en particulier de la psychiatrie, rend souvent des vœux pieux tout ce qu'on peut peut-être dire, et voir comment on peut faire avec les moyens qu'on a déjà quelque chose qui soit opérationnel. Je crois que Mathieu Lacombe l'avait dit en introduction, il faut faire des choses efficientes et opérationnelles, je crois que tu avais dit ça. Donc on a quand même des lieux de soins un peu partout qu'il faut arriver à mieux former peut-être, parce que la proximité du soin est importante, et voir comment des niveaux spécialisés peuvent se faire quand on a des cas complexes, mais essayer de trouver quelque chose de hiérarchisé en tenant compte de la réalité. Parce que la réalité est bien là, elle s'impose à nous, et il est bien difficile souvent de pouvoir répondre à toute cette complexité qui nous est présentée. Merci. Une question de la commission d'audition. Une question à Odile Verschotte par rapport au type de prise en charge que vous nous avez présenté. Est-ce que vous faites un distinguo à ce qui se passe pendant la détention et après la détention dans ce type de prise en charge, et de quelle manière? Sur le cadre de soins, pas tellement. Voilà, sur le cadre de soins, c'est le cadre de soins, que ce soit dans les murs ou sur le CMP à l'extérieur. Moi, comme je suis surtout SMPH, je n'ai pas beaucoup de prise en charge à l'extérieur, il y a quelques-unes. Pour moi, le cadre est le même. Voilà. Je réfléchis sur très la vite. durée de la prise en charge. Du temps, on en a, vu la durée des injonctions de soins. Alors, c'est vrai qu'on dit on en a trop, on en a beaucoup. Et en même temps, comme c'est tellement compliqué, parce que je pense quand même que la liberté... Alors, moi, quand je travaille en maison d'arrêt, sur les très longues peines, je les vois plus. Ils partent en CD. Mais pour les prises en charge qui commencent dans les murs et qui se continuent à l'extérieur, il y a un point de fragilité au moment du franchissement. Et quelque part, l'injonction ou l'obligation, ça dépend du contexte, elle est très précieuse pour que ça se continue. Voilà. Et tant mieux si on a. Après, la durée, la durée, qui de nous, quand on commence à prendre en charge quelqu'un, on ne sait jamais si on va le voir 3 fois ou 20 ans. Merci. Une question au fond. Oui, Jean Modifalis, docteur en criminologie, psychologue clinicien, CRIAF et Maison d'arrêt de Limoges. Je vois la diversité des cultures et en même temps, j'entends l'importance de la parole et toute la valeur de l'approche analytique. C'est donc une question pour Odile. Au fond, est-ce que l'approche psychodynamique et l'ARTAS en particulier envisage-t-il d'étudier, au fond, l'importance de la culture, de l'appartenance identitaire, puisque les enjeux identitaires sont fondamentaux? Je crois qu'on en a quand même déjà dit plusieurs choses importantes à ce sujet. Dans cette perspective, je crois qu'il est important de réfléchir à la manière dont nous entendons le langage et à la manière dont nous entendons les implicites du langage, dont nous entendons un inconscient qui est à la fois individuel mais aussi collectif. Et peut-être que de ce côté-là, j'aurais plus porté à faire confiance à la psychanalyse qu'aux dynamiques comportementales. Mais voilà. Je ne sais pas trop quoi répondre à ce que tu dis. Ce qui me vient d'emblée, mais ça ne va pas être une réponse, je suis navré, mais je me dis qu'on a quand même la chance d'avoir plein d'approches thérapeutiques, et que moi j'ai envie de revendiquer qu'il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Perso, j'en ai marre que les politiques essayent de nous mettre dos à dos. Je pense qu'il y a... Tu parlais, André, de parcours de soins. Je pense que ce qui est bien à un moment donné... et puis opérant à un autre moment, et qu'on a, on a des TCC, on a de la psychodynamique, il y a des médicaments, il y a de l'individuel, il y a du groupal, voilà, voilà, mais... Avec le micro, par contre, s'il vous plaît.
Est-ce que vous pourriez répéter, s'il vous plaît Merci. Oui, donc je disais qu'il n'est pas question d'opposer les disciplines, mais de voir à partir de quel point, scientifiquement, il est plus pertinent, en fonction de nos connaissances, de rejoindre les besoins du sujet et de pouvoir répondre à sa problématique lorsque les enjeux identitaires, culturels sont variants. Il y a eu quand même pas mal d'études qui sont faites sur cette dimension-là, mais en quoi, au regard de la problématique des auteurs de violences sexuelles, nous pouvons apporter un éclairage supplémentaire. Il y avait une question devant. Voilà, merci. Je suis un peu en galère moi, pour répondre comme ça abruptement. Là, j'avoue que ça mérite réflexion. On en reparlera, mais je ne vais pas faire semblant d'inventer une réponse. Jacques Denisot, président de Rempart. Dans notre association, que nous pensons que ce qu'il y a à faire, le soin, surtout après que la justice est passée, est de restaurer les images des auteurs et des victimes. Merci. Nous allons prendre... Ah, il y a une question de la commission d'audition. Encore. Et une dernière question après. Ça va être ton tour un jour. Monsieur Pham, ce matin, a dit que les approches comportementales étaient peut-être plus faciles à évaluer dans leur process parce que les objectifs étaient ciblés, peut-être avec une approche plus structurée. Et il me semble avoir lu dans les rapports quand même qu'il y a un rapprochement qui se fait avec une structuration des approches psychodynamiques autour d'objectifs qui sont plus ciblés. Du coup, la question que je me pose, c'est est-ce que vraiment on ne peut pas imaginer que les approches psychodynamiques peuvent aussi être évaluées dans leur process? Et puis, est-ce que, là, vous avez évoqué qu'il y a du groupe, il y a de l'individuel, il y a des approches un petit peu différentes. Est-ce qu'il y a un modèle, finalement, qui se dégage de toutes nos discussions, un modèle de la prise en charge des auteurs, un modèle un petit peu standard, je dirais, au-delà des écoles? Si on était une bande de clones, j'ai dit, je pense qu'on pourrait dégager un modèle, mais il y a toutes sortes d'individus de tout âge, de toute culture, de tout niveau intellectuel, de toutes sortes de handicaps, de tout parcours de vie. Enfin, on est tous des sujets uniques et je pense que c'est plutôt au soin de chercher à s'adapter à la problématique et au cheminement de la personne plutôt que d'essayer d'inventer un modèle qui s'appliquerait à un criminel, en l'occurrence, en plus. C'est-à-dire que c'est non pas à un sujet, mais à un criminel. Alors que, est-ce que c'est tout à fait pareil? Je ne sais pas. Mais moi, j'espère pas qu'on va standardiser les choses de trop, et que la variété va continuer. Moi, je trouve que la différence et la diversité, c'est plus riche que la standardisation. Mais c'est vachement perso comme conception du monde, peut-être. Deux dernières questions, très rapidement, après on s'arrêtera. Oui. Alina Varcoulot, je suis médecin coordonnateur. Je n'ai pas de questions à poser car les deux présentations étaient extrêmement claires. Je me permets juste d'intervenir et d'avoir la possibilité de m'exprimer en tant que médecin coordonnateur. On a entendu des professionnels de différents champs. Je me permets juste de dire qu'il aurait été peut-être intéressant de parler du rôle réel, pratique du médecin coordonnateur. On a montré la loi, ça a été montré à plusieurs reprises, le rôle d'interface entre la justice et le soin. Et ce rôle de médecin coordonnateur, en particulier au niveau du secret, est absolument fondamental, puisque en tant que médecin coordonnateur, nous n'interpellons pas les thérapeutes pour leur demander comment ça se passe au sein de la relation duel. Jamais. C'est-à-dire que le thérapeute va nous interpeller s'il y a un souci. Donc, dans ce sens-là, nous sommes vraiment à l'interface entre le juge d'application des peines et le soin dans sa relation duel. Je veux dire aussi qu'en tant que médecin coordonnateur, nous sommes avant tout médecins, auxiliaires de justice, certes, mais médecins. La personne que j'ai devant moi n'est pas un patient, je ne suis pas dans un cadre thérapeutique. Il n'est pas non plus injusticiable, car je suis peut-être certes auxiliaire de justice, mais je ne suis pas ni magistrate ni juriste. Pour moi, c'est une personne dans sa globalité et dans sa singularité. Merci donc, beaucoup.
Je me permets juste de faire aussi une autre remarque sur le rôle, à mon sens, et j'ai plusieurs médecins coordonnateurs qui le disent, rôle essentiel des expertises, en particulier en présententiel, qui va nous permettre, lorsqu'on a des personnes qui sortent d'une longue incarcération, qu'on a pour 10 ans de suivi socio-judiciaire, de nous permettre de voir l'évolution depuis les expertises qu'ils ont fait il y a 10 ans, 15 ans. Je vous remercie beaucoup. On va prendre la Voilà. dernière question, s'il vous plaît. Oui, c'est à la fois une remarque et une question. Donc, je suis Pascal Mariotti, je suis directeur du Lunatier et président de l'association des établissements de santé mentale. Si je voulais vous provoquer un peu, j'aurais tendance à dire que depuis que je suis arrivé, je constate, et après tout j'en fais partie, qu'on est face à un assez beau concentré de psychiatrie à la française. Et je vais surenchérir parce qu'a dit l'intervenant, l'avant-dernier intervenant du comité d'évaluation, parce que je pense que sa tâche à ce comité va ensuite être difficile. Moi, venant à une commission d'évaluation, j'imaginais qu'on allait parler, mais c'est peut-être un peu grossier, d'évaluation des résultats, et qu'effectivement, on allait se poser, et moi je fais mienne cette question, la question des bonnes pratiques. Cette question, elle s'écrit au pluriel, je n'ai pas dit qu'il n'y en avait qu'une, mais on a toujours les mêmes réponses dans ce pays quand on parle de psychiatrie. Tout est bon, tout fonctionne, et on ne définit pas les bonnes pratiques. Et je pense qu'effectivement, il y a un enjeu. Et puis j'en profite pour faire une autre remarque. On l'évoquait avec Frédéric Meunier tout à l'heure, mais ça renvoie plutôt à ce matin. Je pense qu'il faut aussi qu'on considère nos débats. Je l'ai fait mien, j'étais administrateur du CRIAF Rhône-Alpes également. Qu'on élargisse aussi le champ, même si ce n'est pas tout à fait l'objet de l'évaluation. On voit qu'on est dans le champ des libertés publiques, avec évidence, et vous le savez très bien, vous en êtes acteur au quotidien. On voit qu'on est confronté à des questions de relations santé-police-justice, qu'on est confronté à des questions de contraintes, et que les sujets qu'on évoque aujourd'hui, ils ne sont pas complètement détachables des soins sans consentement, de l'isolement, de la contention, et de ce qui aujourd'hui transforme aussi le champ de la santé publique, et je pense qu'il faudrait qu'on parle de santé publique à certains moments, transforme la nature même de l'hôpital psychiatrique, sans doute la nature même de nos prises en charge, la nature même d'une partie de la clinique, et que je pense que l'hôpital psychiatrique est en train de faire divergence, je le dis souvent, de son territoire, au nom de la montée en puissance des contraintes de toutes sortes, alors qu'on construit un territoire différent qui, lui, serait beaucoup plus ouvert vers les libertés. Alors cette question, elle n'est pas directement en lien, elle renvoie plutôt aux échanges de ce matin, je suis désolé, je n'ai pas pu la poser, mais je pense également que la question des résultats et la question des bonnes pratiques, quand on parle d'évaluation de politique publique, on ne peut pas répondre que certes les choses sont complexes et que tout peut fonctionner à un moment donné. Je pense qu'à un moment donné, dans d'autres pays et dans d'autres systèmes avec de vraies cultures de santé publique, on parle quand même aussi d'orientation de bonnes pratiques, et ce n'est pas un terme injurieux, me semble-t-il. Merci. On va demander aux experts suivants de monter et remercier nos deux intervenants.